Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous accueillir à la table ronde Russie-Afrique, les tendances médiatiques actuelles, globales versus locales, de l'agence de presse Sputnik. Je m'appelle Anastasia Alomovskaya, je suis spécialiste en chef de la direction de coopération internationale de l'agence Sputnik. Et maintenant, je passe la parole au modérateur de cette table ronde, M. Safen Grira. Merci Anastasia, bonjour et bienvenue donc à cette table ronde Russie-Afrique autour du thème tendance médiatique actuelle, global versus local. Alors, à travers ce titre, il y a bien entendu l'idée des médias africains, puisque c'est d'eux qu'il s'agit aujourd'hui, de leur rapport à l'international. Alors, vu de l'extérieur, l'actualité africaine, qu'elle soit politique, sécuritaire, économique, revêt au moins trois caractéristiques majeures. Elle est particulièrement foisonnante, elle est d'un abord complexe et elle revêt un enjeu de plus en plus considérable, de plus en plus important pour les partenaires des pays africains, que ces partenaires soient politiques, sécuritaires ou économiques. Alors, dans tout cela, il n'est pas inutile de justement des médias africains, de leur rôle, de leur vocation, leur façon d'être impactés par les changements dans le monde, que ce changement soit positif, comme c'est le cas des nouvelles technologies, des nouveaux médias, ou négatif, comme c'est le cas actuellement, par exemple, avec ce qui se passe, la crise sanitaire. Parler également de leur aptitude, et c'est très important, à être audible, à intéresser et à éclairer directement un lectorat ou un audimat international. Une aptitude à constituer une référence pour ce lectorat, pour cet audimat international, quant aux événements, bien entendu, qui se produisent en Afrique. Et en étant ainsi audible, comment contribuer à ce que cet audimat, ce lectorat-là international ne soit plus uniquement l'otage d'une seule vision distillée par une seule partie ou un seul discours, quel qu'il soit, qui plus serait souvent imprécis d'ailleurs. Alors, de la même façon, il s'agit d'interroger l'aptitude des médias. Il s'agit d'évoquer un sujet international, donc de l'autre côté, à faire autre chose que des reprises de ce que peuvent couvrir des agences internationales. Là encore, donc, il s'agit de traduire une vision africaine de l'actualité internationale, ou plutôt des visions africaines, puisqu'il s'agit nullement d'un bloc monolithique. Alors, de ces questions, on va parler dans cette table ronde, et avec nos invités qui sont Monsieur Assouman Kouassi, qui est le rédacteur en chef de l'agence ivoirienne de presse, Monsieur Anastat Wilfried Mbossa, qui est le directeur général de l'agence congolaise d'information, la République du Congo, donc, Madame Tatiana Kouchareva, qui est la directrice générale adjointe de la diffusion étrangère de Sputnik, Monsieur José Nawej, qui est l'éditeur et directeur de publication du quotidien Forum des As, RDC, Monsieur Olivier Adja, qui est directeur général de l'agence de presse AfriPresse au Togo, Monsieur Tariq Afid, qui est correspondant de l'agence de presse et radio Sputnik en Algérie, Monsieur Désiré Minko, qui est directeur général de la banque d'images Afrique Image Gabon, et Monsieur Moussa Diarra, qui est le rédacteur en chef d'Énergie TV Mali. Donc, je vais passer sans tarder à Monsieur Assouman Kouassi avec deux requêtes valables pour chacune et chacun d'entre vous, à veiller, s'il vous plaît, à ne point dépasser les 8 minutes, et puis veillez également à garder vos micros éteints pendant qu'un autre orateur a la parole. Donc, merci beaucoup et je passe la parole à Monsieur Kouassi. Bien, merci.
il m'a demandé de me prononcer sur les tendances médiatiques actuelles dans un écosystème mondial marqué par l'émergence des réseaux sociaux, une floraison d'informations et donc de nouveaux défis technologiques et de nouvelles habitudes de lecture qui s'offrent à l'écosystème des médias. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce contexte mondial marqué par le florilège d'informations, le lecteur ou l'auditeur est plus concentré ou est plus apte à rechercher l'information de proximité. Une information de proximité qui lui permet de savoir ce qui se passe autour de lui. Et ça, c'est important de le souligner. C'est vrai que les médias internationaux interviennent, nous surabondent d'informations, mais il est important que dans un environnement immédiat, on puisse savoir ce qui se passe. Donc, c'est une tendance ancienne, mais qui, aujourd'hui, se bonifie, une tendance qui se bonifie, la recherche de l'information de proximité. Ensuite, les médias. Aujourd'hui, qu'est-ce que les médias proposent qui peut influencer le téléspectateur ou le lecteur ou l'auditeur? Il y a le direct. Il y a le direct. Opter pour la spontanéité, le direct, c'est la nouvelle expérience journalistique en 2021. Et ce format réécrit les rapports entre le public et les hommes de médias grâce à son interactivité, ce qui donne la sensation de vivre l'événement au lecteur ou au téléspectateur. Et il y a la télédiffusion qui domine le paysage télévisuel, mais le streaming, qui est le visionnage en ligne, gagne du terrain. À côté de cela, moi, je voudrais évoquer une hausse de la consommation audiovisuelle. Il y a dans les pays africains des médias audiovisuels et les médias de façon internationale, au plan international. Il y a des médias audiovisuels. Donc, il y a comment est-ce qu'on arrive à capitaliser la collaboration entre ces médias. Et ça, c'est important. Je pense que dans les débats, on pourra revenir sur ça. Il faut proposer des contenus exclusivement audio. Aujourd'hui, on est devenu vidéophore sur les plateformes sociales, les réseaux sociaux. On consomme plus les vidéos et l'audio. Donc, c'est un aspect qui est aussi important. Et comme je l'ai dit, il y a, dans les tendances, il y a une montée en puissance des réseaux sociaux. N'oubliez pas que le média, par exemple, moi je suis dans une agence de presse, le média agent de presse préempte les réseaux sociaux, mais ces réseaux sociaux sont considérés comme des outils qui permettent de s'adresser plus facilement aux cibles. Ensuite, il y a une tendance, il y a la co-création. La co-création, c'est solliciter le public. La tendance est à la co-création. Il s'agit de la conception du contenu entre le public et les hommes de médias. Et une autre tendance, c'est face au foisonnement d'informations sur les réseaux sociaux, comment lutter contre la désinformation. Et cette lutte contre la désinformation doit avoir une place prépondérante en 2021, car être journaliste, c'est désormais écouter et revenir aux faits, faire appel à des spécialistes reconnus et répondre de manière pédagogique et scientifique au sujet du moment. Une autre tendance, c'est l'innovation par la collaboration ou le partenariat. Et c'est un aspect important. Aujourd'hui, les médias du Sud sont plus disposés à nouer des partenariats avec des médias occidentaux. Il y a l'exemple de Sputnik avec les agences de presse africaines. Ici en Afrique, on a une fédération, la Fédération atlantique des agences de presse africaines, qui regroupe une trentaine d'agences de presse africaines. Donc, la tendance, c'est la collaboration, c'est le partenariat pour renforcer la visibilité. Et donc, pour terminer sur mon petit discours,
2021 sera certainement l'année où de nouveaux modèles hybrides seront testés et où les médias essaieront de trouver le juste équilibre entre efficacité et créativité. Mais les salles de rédaction devront également innover dans les nouveaux formats numériques si elles veulent réussir à attirer le public. Je vous remercie. Merci, Monsieur Kouassi, Oui. de votre intervention. Donc, vous avez vraiment évoqué certains aspects qui constituent justement ces innovations, en finissant justement sur une des manifestations de cette coopération que vous évoquiez, qui est les partenariats. Et donc, je pense que ça peut, quelque part, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça s'inscrit dans cela. Donc, effectivement, il y a des partenariats qui peuvent, enfin, des partenariats entre médias africains et médias occidentaux, et entre médias africains et d'autres médias du monde. Voilà. Je vous remercie. Donc, je vais passer la parole à Monsieur Wilfried Mbossa. Il faudrait peut-être réactiver votre micro, Monsieur Mbossa, hein, parce qu'on ne vous entend pas. Merci. Vous m'écoutez bien? Oui, très bien, maintenant. Merci beaucoup. Vous entendez? Merci beaucoup. En fait, je dirais merci beaucoup, donc, qui me soit permis, donc, au nom de l'Agence congolaise d'information et à mon nom propre, de vous adresser, quand je parle de vous, je vois donc l'Agence de presse internationale et Radio Sputnik, qui s'est donc engagée depuis quelques années à étudier les possibilités pour pouvoir donc développer la coopération internationale entre les médias. Nous vous en remercions sincèrement. Alors, considérés comme des moyens techniques de diffusion massive, nous le savons tous, ce que c'est qu'un média. On suppose qu'aujourd'hui, les médias ont une influence considérable parce qu'ils représentent un pouvoir dans la société. Ce pouvoir se traduit par leur capacité à fixer les modes de pensée de la société tout entière. Alors, pour ce faire, je dirais donc que la tenue de cette table ronde qui est placée sous le thème « Les tendances médiatiques actuelles », global vs local, cette table ronde, donc, dirais-je, vient à point nommé parce qu'elle permet aux participants d'analyser les tendances médiatiques actuelles et l'impact des technologies de l'information et de la communication sur la pratique du journalisme aujourd'hui, notamment au niveau des pays africains, où tout le problème se pose. On suppose que tout le monde devient journaliste. Le fait déjà de publier, d'afficher et de donner une information quelconque ou bien une nouvelle, peu importe la source et l'origine, de quelle manière qu'il en soit, enfin, on devient celui-là qui publie. Et devant donc ce contraste, ce pléonasme de tout ce qui publie, alors la presse dans sa globalité devient vraiment en difficulté, notamment les professionnels. Alors, pour le principe, les médias africains ont donc un rôle actif et puis une obligation de s'affirmer. Notamment, je parle d'Afrique parce que nous ici, les problèmes ne sont pas les mêmes que ceux qui sont, par exemple, au plan international ou bien étranger à l'Occident. Ils ont la meilleure information, pourtant, car elle est tirée des sources très sûres. C'est vrai qu'elle subit quelquefois, comme les gens le disent, des pesanteurs politiques, mais cette information n'a jamais été déformée parce qu'elle s'intègre dans un contexte qui fasse en sorte que la construction de l'unité nationale, qui toujours a été fragilisée par les crises que l'on connaît, et pourtant, cette même information vient aussi pour dissiper la fragilité des démocraties. À cet effet, donc, les médias africains ont donc la mission de se faire grands sans aucun complexe, parce qu'ils ont la matière en eux. Peu importe le régime de tutelle, l'alternance ou bien l'alternative qui est très utile au niveau de l'Afrique aujourd'hui, que nous pouvons donc apporter comme remède ou bien solution, disons même suggérer quelque chose, c'est de diffuser une information qui est toujours vraie, sûre et sans distorsion. C'est ça qui fait la force des médias. Peu importe la multiplicité des communicants. Alors donc, chers amis, le regard porté sur les tendances médiatiques actuelles est si changeant aujourd'hui.
au niveau, par exemple, de l'Afrique. Que l'on est rapidement confronté à des approches contradictoires, d'une part, des courbes d'évolution d'audience ou de recettes qui sont parfois menacées, d'autre part, des exemples de réussite éclatantes et de stratégies de diversification allant à contresens de la tendance générale. Alors, par ailleurs, en République du Congo, l'impact des technologies, si je prends cet exemple, c'est vrai que plusieurs pays d'Afrique peuvent certainement avoir le même cas, mais en ce qui nous concerne, l'impact des technologies numériques est difficile à mesurer par rapport à la structuration de certains médias locaux. En outre, les politiques de développement de ces médias laissent à désirer. De ce fait, la comparaison avec les pays étrangers ou bien enfin certains pays est difficile. Partant de la modernisation des médias qui prend du retard et les réformes structurelles sont sans cesse différées. C'est un peu difficile à contrarier parce qu'il y a une certaine influence qui s'impose. Bon, il est donc urgent, si je peux donc citer Marc Tessier, il est donc urgent pour envisager d'analyser les possibilités de concevoir des refontes éditoriales intégrant les nouveaux médias numériques. Ce qui fera en sorte que les médias africains, ou bien tous les médias l'ensemble d'ailleurs, qui ont encore du plomb dans l'aile, à pouvoir se développer et atteindre les performances qui leur permettront d'être souverainement ou bien intégralement autonomes. Donc, je pourrais dire que le thème de cette table ronde devrait permettre, car il est très utile et très précieux aux panélistes et participants d'analyser les forces et faiblesses des médias à l'ère du numérique, afin de faire non seulement des projections sur les stratégies de développement des médias dans leur ensemble, mais aussi de renforcer les capacités des professionnels de l'information et de la communication dans la lutte contre les fake news. À cet effet, j'exhorte l'ensemble des parties prenantes ici présentes à œuvrer pour le développement de la coopération internationale. C'est ça qui fera notre force. Nous, au niveau de l'Agence congolaise d'information, on a presque signé avec la quasi-totalité des agences à travers le monde. L'Afrique en premier, Sputnik, TASS au niveau de la Russie, et puis les autres agences à travers le monde. Tout ceci pour advenir à une performance, à une efficacité qui permette d'avoir l'information bien dupée et celle même qui vient pour édifier le peuple et l'opinion nationale et internationale. Donc, la coopération internationale, comme vous l'aviez initiée et vous en faites un cheval de bataille, franchement, à notre niveau, vous aurez toute notre adhésion parce que c'est de là que nous pouvons aller de l'avant. Que les échanges autour de cette table ronde soient profitables à tous et à toutes. Vive la coopération médiatique entre la Russie et l'Afrique. Je vous remercie pour cette aimable attention que vous avez pu accorder. Merci. Merci, M. Mbossa. Je vois que la précision que j'ai faite d'emblée sur la nécessité de ne pas dépasser les 8 minutes était presque inutile puisque vous êtes tous exprimés bien à l'intérieur de ces 8 minutes. C'est très bien. Bon, je vais passer la parole à Madame Kokhareva, qui est à Moscou, qui est directrice adjointe de la diffusion étrangère de Sputnik. Donc, je passe le micro à Moscou. Merci. Bonne journée, chers collègues. Je vais, malheureusement ou heureusement, je pense que la raison pour laquelle on n'est pas vraiment, on ne dépasse pas vraiment des 8 minutes, c'est ce que je pense que je peux dire que là, ici, sur cette table ronde, on peut dire que le but principal, c'est le dialogue. Donc, voilà, les premières remarques qu'on fait quoi que ça soit, c'est juste des remarques et je pense que la partie la plus intéressante, ça serait de répondre les questions de notre cher modérateur. Donc voilà. Je vous remercie également pour cette possibilité et je pense que c'est une possibilité immense pour nous de justement de nous adresser aux quelques problèmes qui nous ciblent à la quotidienne. Moi, j'aimerais toucher un peu sur des problèmes déjà évoqués par
Monsieur Mbossa, sur tous les forces et les faiblesses des médias aujourd'hui. Je pense que même pas des faiblesses principales, mais la chose dont on doit se souvenir chaque jour est un problème à qui nous, en tant qu'une agence russe, on fait face chaque jour. Et je pense que c'est un problème à laquelle nos collègues africaines peuvent vraiment sentir, avoir des mêmes émotions envers. C'est le fait que aujourd'hui, même si on est en année 2021, on existe dans un monde dans un monde monopoliste, dans un monde des médias qui est monopolisé par un voix, et c'est un des problèmes les plus grandes auxquels on fait face chaque jour, la nécessité d'un monde multipolaire, d'un monde avec de la pluralité des voix, avec une représentation juste, et on peut moins biaiser des points de vue de certains pays, des événements dans certains pays. Et je pense que face à ce problème, c'est là où il nous faut travailler peut-être le plus, c'est la création de ce monde multipolaire, malheureusement ou heureusement pour nous, c'est le monde occidental. C'est ce qui nous impose des standards dans le monde des médias. C'est historiquement vrai. En plus que nous, par exemple, depuis nous en Russie, on travaille dans les langues qui ne sont pas nos langues maternelles. Et donc, dans ce monde où il y a des standards qui sont en théorie unis pour tous, mais malheureusement pas suivis pour tous les pays qui existent dans ce monde. Je pense que, premièrement, bien effectivement, le but ici pour nous en tant que des médias, des grands médias de nos pays, c'est de vraiment, de délivrer l'information juste, l'information sûre, l'information pour nos lecteurs dans tous les pays du monde. Mais aussi d'éduquer nos audiences sur cette petite nuance qui sont imposées à chaque jour. Et le fait qu'ils sont imposés sur les audiences globales, c'est pas évident pour ces gens. Et donc, et faire je m'excuse énormément. C'est comme j'ai déjà dit, la langue française, c'est ma deuxième langue. Enfin, troisième si on compte le russe. Alors, d'éduquer et d'être sûr que nos audiences sont bien éduquées sur le fait que ces petites nuances, ces petites injustices en traitant de l'information par certains médias, par certains pays, que ça existe et qu'il y a d'autres moyens d'obtenir l'information et que nous, on est prêts de les donner ces informations, sans faute, sans des nuances, plus balancées que les autres joueurs, les plus anciens, plus connus, avec
peut-être plus d'autorité, mais ça, bien effectivement, ça existe à cause du fait que historiquement, les médias occidentaux, ce sont des médias qui ont été là avant nous, on peut dire. Par exemple, Sputnik n'existe que depuis 2015. En tant qu'une agence de presse russe, c'est une structure avec énormément d'histoire, mais en tant qu'une agence de presse dans les autres des langues qui ciblent des audiences dans des autres pays, bien effectivement que nous, on est vraiment jeunes. Et bien sûr que je pense que dans ce domaine de éducation des publics dans tout le monde, de nos essais, de nos efforts en créant d'un monde multipolaire et d'un monde où il y a plusieurs médias, où il y a plusieurs points de vue, où il y a plus de balance, où il y a plus d'informations justes et sûres. Je pense que la Russie et l'Afrique, c'est un partenariat vraiment très essentiel. On a déjà commencé de créer des liens et de maintenir des liens dans d'autres domaines. Vous savez bien qu'on a eu un sommet qui a eu trop de succès, un sommet Russie-Afrique en 2019. On aura un autre sommet économique et politique dans l'année prochaine. Et je pense que la coopération des médias qui absolument doit exister à côté de ces liens économiques et politiques, qui doit aider en plus le développement de ces liens. Il est absolument nécessaire que ça progresse et qu'on aide l'un l'autre pour finalement arriver à ce monde dont j'ai déjà parlé. Merci beaucoup. Merci, Madame Koufrereva. Effectivement, ce sont là des questions importantes sur lesquelles on pourrait revenir. Et je pense qu'on aura le temps de faire justement un tour de table à la fin de cette table ronde pour revenir sur ces aspects-là. Je passe la parole à Monsieur Nawej José, qui est éditeur et directeur de publication du quotidien Forum des As en RDC. Monsieur Nawej. Merci pour la parole. Si j'étais à côté de ma consoeur Koureva, peut-être on m'aurait accusé de plagiat. C'est-à-dire que qu'est-ce que M. Nawej a fait? Mais non, mais jamais. Il a jeté un coup d'œil sur les petites notes de sa consoeur, de sa collègue, et puis il s'est mis à parler. Voilà que je suis à 10 000 km de Moscou, donc je peux délivrer mon message sans que je ne sois accusé de plagiat. Je voudrais d'abord remercier très sincèrement l'agence Sputnik pour l'opportunité qu'il nous offre d'échanger sur un sujet ô combien important, ô combien important, ô combien opportun que la coopération entre médias. Dans ce monde devenu village planétaire, comme l'avait prophétisé Marc Luan, la mondialisation sera un atout si et seulement si le peuple de cette planète Terre ont réellement voix au chapitre. Sinon, ce serait, si tous les peuples n'ont pas voix au chapitre
avec leurs nuances respectives. Ce serait, je disais, tout simplement l'extension de l'ordre marchand ambiant que nous tous nous connaissons à l'échelle planétaire. En réalité, en fait de mondialisation, on assistera tout simplement à la légitimation par défaut de l'ordre actuel qui n'est pas qu'économique, qui avant d'être économique, qui est tout aussi économique, idéologique et donc informationnel. C'est pourquoi, à mon humble avis, le fait que la Russie ait fait de la coopération mutuellement avantageuse entre les pays la pierre angulaire de sa coopération va, à mon point de vue, dans le bon sens. La Russie, on ne l'apprend à personne, c'est un pays important à l'échelle internationale parce que membre permanent du Conseil de sécurité, parce qu'un pays qui a une géographie, l'Eurasie, une histoire millénaire, une contribution à la décolonisation de l'Afrique, qui finalement pose ces pays en un pion important sur l'échiquier international. Cela dit, vu d'Afrique, les tendances médiatiques actuelles se caractérisent d'abord par la configuration économique du monde, qui est faite d'un groupe de pays développés, historiquement développés, qui concentrent le gros du profit de leur position pour maintenir l'emprise de leur vision, donc de leurs médias, sur les autres médias. Je crois qu'entre collègues, on ne doit pas faire dans la langue de bois. La réalité est celle-là. La réalité, c'est comme disait le sociologue des médias Bernard Voyenne, la presse est à l'image de la société dans laquelle elle s'émeut. Nous sommes dans quelle société? C'est une problématique de fond. Nous ne pouvons pas parler des médias indistinctement du contexte économique mondial dans lequel nous sommes. Et ce contexte, nous savons sur quoi il repose. Et donc, le débat que nous avons, il doit être incarné. Il ne doit pas être désincarné. Ce n'est pas un débat purement intellectuel. C'est un débat pratique qui repose sur des faits, sur des réalités. Ces réalités qui sont tout à fait des mondes faussement multipolaires, mais en réalité unipolaires et qui influent sur nos médias, sur la perception du monde. Est-ce que nous avons notre perception du monde ou nous portons des lunettes comme le collègue qui est avec nous, qui modère, il a des lunettes, c'est pour permettre de mieux voir, oui. Mais si je dois voir avec ces lunettes, peut-être que j'aurai des problèmes. C'est la réalité des médias, surtout dans les pays en voie de développement, c'est que pour voir notre propre monde, notre propre réalité, nous empruntons des lunettes d'autrui. Et ces lunettes donnent forcément des visions déformantes du monde. Le monde n'est plus vu en fonction de ce que nous voulons, de ce que nous voyons, mais c'est en fonction de ce que les autres définissent comme paradigme. Voilà le cadre dans lequel se situe ce débat qui est important. Il va donc de soi que la fracture numérique actuelle, qui résulte des inégalités économiques entretenues, cette fracture ne favorise pas toujours l'émergence des médias africains. Quand bien même, et c'est toute je veux dire, c'est là la grande contradiction, c'est-à-dire qu'en même temps que ces médias ne favorisent pas l'émergence, cette fracture ne favorise pas l'émergence des médias africains, mais en même temps, cette fracture crée un genre de médias nouveaux
qui fait que le journaliste n'a plus le monopole de l'émission de l'information, qui fait que finalement, tout le monde peut émettre. Mais la responsabilité qui nous revient à nous, journalistes, c'est-à-dire nous les professionnels de la recherche, du traitement et de la diffusion de l'information, c'est comment créer cette information susceptible de transformer nos sociétés. Sinon, nous allons continuer à réciter ce qui est préparé ailleurs pour nos populations. C'est un point qui me paraît, à mon avis, essentiel si nous voulons aller plus loin. C'est le paradigme même de l'information. Si nous sommes tous d'accord sur les b.a.-ba du journalisme, sur les b.a.-ba de la presse, mais nous devrions, et nous avons le devoir, à nous, de contribuer à la définition des paradigmes informationnels en fonction des réalités de chaque pays, de chaque continent, de chaque écosystème économique. Et ça me paraît pour moi un problème fondamental. Et pour y arriver, j'ai entendu des collègues avant moi, c'est pourquoi je ne reviens plus sur les manifestations techniques du nouveau monde qui se numérise de plus en plus. Il y a mon confrère qui a parlé en premier lieu, il a tout dit, j'ai ça dans les notes, donc je passe tout ça, mais je centre le débat sur la problématique essentielle, c'est de dire au jour d'aujourd'hui, quand il se passe quelque chose dans le monde, comment l'analyser, comment faire en sorte que dans ces villages planétaires, ce qui se passe à Moscou, par exemple, puisse intéresser l'Africain lambda. Parce que la proximité n'est pas que géographique. La proximité, j'ai presque envie de dire, est tout aussi sentimentale, est tout aussi économique, est tout aussi sanitaire. Je prends un exemple aujourd'hui avec la pandémie de Covid. La Russie a mis au point son vaccin Sputnik V. Mais ce vaccin n'a pas été présenté aux Africains par les médias russes. Il a été présenté aux Africains par les médias occidentaux. Et je ne trahis rien dans le fond. Au fond, c'était pour dire que ce vaccin est peu fiable. Mais il n'est pas arrivé aux Africains l'idée de sonder par eux-mêmes pour savoir si ce vaccin est peu fiable. J'entends par là que nous, Africains, nous devons nous garder de ne faire que reprendre, je veux dire un gros mot, excusez-moi, chers confrères, servilement, ce qu'on nous sert par des médias qui, historiquement, nous ont dominés avant, ou nous dominent encore. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi mettre ça au passé? Parce que c'est une lutte perpétuelle. Et donc, nous devrions être en mesure de dissocier les enjeux géopolitiques, les enjeux géostratégiques, les enjeux de lutte d'influence entre différents blocs du monde et l'information. Nous devons être en mesure de dissocier cela de l'information. Sinon, nous allons nourrir, malgré nous, le combat entre grandes puissances comme pendant la guerre froide, sans que les populations africaines ne tirent le meilleur parti de ce boom technologique, de ces nouveaux médias. Donc, les nouvelles techniques de l'information et de la communication ne peuvent vraiment nous aider les médias africains que si elles se doublent d'un traitement de l'information par des Africains avec des regards africains. Ça me paraît essentiel, comme c'est légitime que les événements en Russie soient traités d'abord par les Russes avec les regards russes. Comme c'est essentiel, nous les voyons chaque jour aux États-Unis, en France, les événements qui se passent dans ces pays-là
eh bien, sont traités d'abord par les médias de ces pays-là à l'aune de leurs valeurs, de leurs intérêts, tout en respectant les fondamentaux de notre profession. Le problème, le sujet n'est pas de pervertir, de frélater les fondamentaux de notre profession de journaliste. Les faits sont sacrés, le commentaire est libre, mais le sujet essentiel qui nous interroge, c'est face aux événements, face aux nouvelles, comment présenter les choses avec nos sensibilités de manière à ce que ça soit utile à nos populations. Enfin, je voudrais terminer parce que nous voulons être dans un village planétaire, la preuve, nous sommes là, c'est que nous ferions œuvre utile si nous mettions en place une plateforme, une banque de données qui ferait, c'est une proposition pratique, qui ferait en sorte que déjà, tel que nous sommes à cette table, que nous soyons connectés, que mon confrère de Brazzaville, c'est en face, je vais vous surprendre, ce qui se passe en face à Brazzaville, pour que moi j'écrive sur ça, je dois passer par l'agence France Presse. Ce n'est pas normal. Et l'inverse aussi. Nous n'avons rien contre nos confrères, mais nous comprenons qu'ils écrivent les choses selon leur sensibilité. Qu'ils comprennent aussi que nous soyons en mesure d'écrire les choses selon nos sensibilités à nous. C'est essentiel et je crois que c'est le fond du débat pour moi. Donc, je propose la création d'une plateforme d'information dans laquelle nous mettrions en commun nos différentes expériences. Hier, le président Poutine a parlé de la ligne rouge. C'est ligne rouge contre ligne rouge. Nous avons entendu une ligne rouge avant, il y a une autre ligne rouge. Mais nous, Africains, nous devons être en mesure de savoir l'enjeu réel de cette confrontation. Ce n'est pas le bon contre le mauvais, le méchant contre le gentil. Non. Or, en Afrique, on veut nous présenter toujours, on a une conception dualiste de choses, j'ai presque envie de dire manichéenne, qui veut qu'il y ait un bon quelque part, un diable et un saint. Non. L'intérêt pour nous, Africains, c'est de savoir pourquoi les tensions actuelles entre la Russie, par exemple, et les États-Unis, la Russie et l'Union européenne, quels sont les ressorts idéologiques, les ressorts économiques, les ressorts géopolitiques de ces conflits. Nous les analysons indépendamment des intérêts de ces deux blocs, de ces deux pays, mais nous, Africains, quelle est notre place là-dedans? Et non nous plonger dans un monde où on nous bourre de préjugés pour dire le méchant c'est forcément tel et le bon c'est forcément tel. Et cette plateforme nous permettrait à nous, Africains, d'une part, de savoir que ce qui se passe chez le voisin, ce qui se passe même en Russie, voilà comment les Russes perçoivent ça, ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Tchad, voici comment les Tchadiens eux-mêmes perçoivent ce qui se passe au Tchad actuellement, ce qui se passe à Brazzaville, voilà comment les Congolais de Brazzaville perçoivent ça. C'est très important pour l'équilibre du monde. Parce que si nous ne faisons pas ça, nous resterons des chambres d'enregistrement, des nouvelles qui viennent, des traitements qui viennent d'ailleurs, qui sont assises sur des intérêts qui ne sont pas nôtres, sur des valeurs qui ne sont pas nôtres. Et donc, je termine par là en disant que j'en appelle à la formation de cette plateforme qui contiendrait toutes ces informations et de temps en temps, nous-mêmes, nous nous auto-évaluerons. C'est-à-dire, si j'ai des difficultés à comprendre ce qui se passe en Russie, je donne un coup de fil, maintenant c'est très facile, coup de fil, je fais un texto, je demande les clés de compréhension. Je ne demande pas l'orientation, au moins les clés de compréhension. Inversement aussi, et si Sputnik veut rendre compte de ce qui se passe en RDC, au Togo, au Tchad, etc., qu'il appelle pour savoir comment les confrères formés togolais voient la situation chez eux. C'est seulement de cette manière que va éclore ce nouvel ordre informationnel. Et enfin,
parce que nous ne voilons pas la face, nous ne sommes pas lotis de la même manière, nous ne sommes pas, je veux dire, logés à la même enseigne technologique, j'ajoute, c'est que ce ne serait pas inintéressant que de temps en temps, nos confrères du Nord, comme Sputnik, puissent voir dans quelle mesure aider les médias africains à s'améliorer sur le plan technologique. Je vous l'ai dit tout de suite, les compétences techniques, nous les avons dans les médias africains. Les journalistes formés sont là. Mais le plus grand handicap, c'est l'handicap technologique qui est lié aux situations économiques. Ce n'est pas un secret des pays africains. Mais nous ne devons pas continuer à nous à rester, à nous arc-bouter sur les difficultés pour ne pas avancer. Je crois qu'il y a lieu d'avancer et cette table ronde me paraît une des preuves que nous pouvons avancer en nous complètement, mutuellement, mais dans le respect du B à bas de notre profession. Je vous remercie. Oui. Vous êtes muet. Monsieur le modérateur, vous restez muet. Oui. J'étais pris à mon propre piège, sans doute. Je pensais qu'on a tous vu qu'il y avait un pensée très profonde, mais voilà, on n'a rien entendu. J'ai respecté la règle que moi-même j'avais posée en premier, celle de maintenir le micro éteint. Mais après, bon. Alors, je disais que je remercie Monsieur Nawej d'abord pour son intervention qui était très pertinente et il a mis effectivement le doigt sur une problématique, le cœur de la problématique en fait. Et tout à l'heure, lors de mon intervention préliminaire, si j'ose dire, j'avais insisté pour ou poser la question comment les médias africains pourraient contribuer à ce que le lectorat international ne soit pas lui-même l'otage d'une seule vision sur l'Afrique. Mais effectivement, ce que vous dites, ça vient même avant. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où même les Africains sont eux-mêmes les otages d'une vision qui n'est pas la leur finalement. Donc, d'où l'intérêt de la plateforme à laquelle vous appelez. Et j'ai aimé l'expression l'heureuse expression de nouvel ordre informationnel qui serait effectivement basé autour de la multipolarité des visions médiatiques et des discours médiatiques. J'aimerais, par contre, mais peut-être que là, on va laisser cela à ces questions à la fin des interventions. Effectivement, ce que vous avez décrit, est-ce qu'il procède, c'est-à-dire le fait que des médias puissent reprendre des discours médiatiques de l'extérieur sur leur propre vécu en Afrique, est-ce que ce biais, est-ce qu'il procède plutôt d'un réflexe, un mauvais réflexe si j'ose dire, ou est-ce que c'est des canaux qui arrivent à manquer, ou ce sont des mécanismes où voilà, donc les raisons qui font effectivement que l'on tombe dans ce genre de situation. Mais on laissera plutôt ça pour la fin des interventions. Et je passerai la parole à Monsieur Adja Olivier, qui est le directeur général de l'agence de presse AfriPresse Togo. Monsieur Adja, à vous la parole.
Monsieur Adja, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et activer votre micro? Ok. Et je disais que j'ai des soucis à allumer la caméra. Et donnez-moi quelques minutes, je vais voir ce que je peux faire. Je ne sais pas si c'est arrivé. Non. Non. Je sais, mais ça ne passe pas. Donc, et peut-être je vais essayer d'abord de commencer par ce que j'ai préparé. Ou alors, si vous voulez, on peut avancer avec Monsieur Tariq Hafid, qui, je vois, est déjà là parmi nous, en attendant que vous régliez votre problème de caméra. Cela vous arrange? Bien sûr, ça va. Ok, parfait. Donc, je passe la parole à Monsieur Tariq Hafid, qui est le correspondant de l'agence de presse Sputnik, le correspondant à Alger. Monsieur Hafid. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Je dois répondre à une question, me semble-t-il, qui est... Safouane? Oui. Modérateur? Oui, je disais que je dois répondre à une question. En fait, il me semble que vous aviez choisi de répondre à une question. Oui. Alors, comment les médias africains peuvent-ils contribuer à changer l'image du continent chez le lecteur international? Je pense que c'était la question que vous aviez retenue lors de précédents échanges qu'on a eus. Tout à fait, tout à fait. Ben voilà. Alors, d'abord, je vous remercie et je tiens à remercier M. Nawesh pour l'exemple qu'il a donné, qui est terrifiant, c'est-à-dire que entre deux voisins, pour avoir une information, il faut passer par une agence internationale, ce qui est quand même, ce qui démontre quand même le niveau en termes de gestion de l'information et en termes de disponibilité de l'information au sein de notre continent. Je voudrais revenir sur un élément qui est très simple et qu'on oublie souvent. C'est un mot, juste un mot, mais qui démontre tout en journalisme, c'est crédibilité. C'est-à-dire qu'on a réellement un problème de crédibilité au sein de la presse africaine. Mais ce n'est pas un problème de crédibilité, ça ne signifie pas que c'est la presse africaine ou les différents médias qui ne sont pas crédibles, non. C'est plus une question de perception qu'ont les opinions publiques africaines, mais aussi les opinions publiques internationales vis-à-vis des médias africains. Et ce qui est important, enfin, c'est ce qu'il faudrait mettre en avant, c'est que un média, pour être crédible, il y a différents facteurs qui sont impératifs à citer et puis à mettre en application. C'est déjà les journalistes eux-mêmes, leur formation, leur implication, leur volonté de faire leur travail. Ensuite, il y a les moyens des différents médias. Il faut savoir qu'un média vit dans un environnement, grandit dans un environnement, prend forme dans un environnement, et c'est un environnement essentiellement politique et aussi économique. Alors, si on revient aux médias africains et à la gestion politique des médias dans pratiquement tous les pays africains, au sein de tous les gouvernements auraient plus tendance à vouloir avoir des médias, si par exemple on prend les radios africaines où il n'y a que de la musique. Idem pour les télévisions et pour les médias écrits, il faudrait avoir des hebdomadaires et des quotidiens où il n'y a que du sport. C'est-à-dire que la gestion de l'information et surtout de l'information politique et de l'information économique, les différents gouvernements des pays africains vont faire en sorte de vouloir maîtriser ou contrôler toutes ces informations. Donc, à travers ça, mettre en place un environnement qui va permettre l'éclosion et le développement de médias crédibles et fiables aussi économiquement, des médias qui vont permettre à leurs journalistes
de pouvoir travailler dans des conditions correctes, comme par exemple, je cite l'exemple juste de Sputnik, derrière Sputnik, il y a une volonté politique et une volonté aussi économique de doter une agence d'une telle envergure de moyens pour pouvoir recruter, diffuser et le plus largement possible les informations. Actuellement, il y a peut-être, à mon avis, une forme de méconnaissance au sein des grands, enfin des gouvernements des différents pays, de la sensibilité de l'information politique et l'information économique. L'exemple que vous avez donné, il est excellent parce que si on prend dans beaucoup de pays africains, le correspondant de l'AFP ou peut-être de RFI ou de la BBC a quasiment le rang de ministre, c'est-à-dire que l'information, l'essentiel de l'information va passer par ces grands médias. Et c'est des informations qui sont d'une certaine façon contrôlées et sur lesquelles les médias locaux n'ont aucune emprise et ils deviennent eux-mêmes, alors que l'information se trouve juste à côté d'eux, ils deviennent eux-mêmes consommateurs d'une information qui est produite de faits qui se déroulent dans leur territoire, dans le même espace. Je le vis très souvent ici aussi en Algérie. C'est une réalité. Et donc, pour changer tout ça, il est important qu'il y ait une prise de conscience avant tout politique. Si nous voulons avoir des médias crédibles, il faut qu'à un certain moment, au sein des gouvernements, des différents gouvernements africains, on puisse comprendre que il est important de mettre en place des mécanismes d'aide et de soutien aux médias, d'aide et d'accompagnement aussi des journalistes. La question de la formation des journalistes est une question qui est très, très importante. Je vous cite l'exemple de l'Algérie. En Algérie, il y a au minimum chaque année entre 2000 et 3000 journalistes, c'est-à-dire formés, qui sortent des différents instituts de journalisme algériens. Sur les 2000, allez, je vais être très, très gentil, peut-être qu'une centaine vont pouvoir avoir des stages, passer des stages dans des médias, et peut-être une dizaine vont pouvoir être recrutés. Pas plus. Les autres n'auront peut-être aucune chance d'écrire un seul paragraphe dans un média ou faire un seul passage dans une radio ou une télévision. Alors, pour ma part, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on forme autant de journalistes qui finalement n'ont aucune chance de trouver un travail. Ça, c'est la question de la formation. La qualité de la formation. Lorsqu'on va dans les différents instituts de journalisme en Algérie, c'est encore une formation qui date des années 70-80. Lorsque ces journalistes arrivent, ont la chance de pouvoir travailler, ils se retrouvent dans des situations très complexes parce qu'ils n'ont pas les clés, ils ne savent pas ce qu'est l'information. En tout cas, ce qu'est l'information moderne et comment on la traite et comment on la diffuse. Donc, la question de la formation, la question du soutien économique des différents médias qui se pose vraiment de façon, c'est-à-dire vraiment dramatique. Si on voit ce qui est en train de se passer actuellement avec la crise du Covid et la crise économique qui frappe plusieurs pays, beaucoup de médias sont en train de fermer. Et un média qui ferme, c'est autant d'informations qui sont imputées, c'est-à-dire du champ médiatique. Et c'est autant de possibilités pour des médias qui ont une certaine puissance en Afrique de pouvoir, c'est-à-dire diffuser des informations que eux souhaitent, mais parce que c'est comme ça, parce que réellement il y a des agendas politiques internationaux et le cas, encore une fois, moi je cite les médias français parce que c'est ce que je connais le mieux. Lorsqu'on suit, par exemple, ce qui s'est déroulé ces derniers jours au Tchad, ben, l'essentiel des informations proviennent de l'AFP, de RFI, de France 24, et c'est effectivement des informations qui sont orientées. Alors, de là
à pouvoir offrir une information à l'opinion publique internationale, je pense que déjà, le travail doit se faire au niveau local, mais au plus proche de l'espace médiatique africain. C'est-à-dire que dans chaque pays, qu'il y ait réellement un débat et qu'il y ait cette volonté de faire prendre conscience aux dirigeants que un journaliste, ce n'est pas un ennemi. Un journaliste, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour empêcher les dirigeants de faire leur travail, mais plutôt qu'ils ont tout intérêt à ce qu'il y ait des médias et des journalistes crédibles dans leur pays avant qu'il y ait des médias, on va dire, avec certains agendas qui puissent être là pour c'est-à-dire diffuser de l'information. Il faut qu'il y ait réellement cette prise de conscience. La prise de conscience doit être aussi au sein de nos différentes corporations. Beaucoup de médias, et beaucoup plutôt de corporations dans les pays africains, ne sont pas organisés. Il n'y a pas de syndicat. C'est le cas, c'est malheureux à dire, mais c'est le cas par exemple de l'Algérie, où on a un syndicat qui a été créé au début des années 2000, mais où il n'y a pas eu de renouvellement des instances, et donc il y a une sous-représentation. Donc il est nécessaire que les journalistes s'organisent, il est nécessaire aussi que les médias s'organisent eux aussi, qu'il y ait des fédérations des médias, mais toujours dans cet esprit de crédibilité, et non pas dans cet esprit de vouloir dans un esprit uniquement, je veux dire, mercantile ou commercial, ou alors uniquement de vouloir avoir le monopole sur l'information. Voilà. Et il faut qu'il y ait aussi cette prise de conscience au sein de l'opinion publique, que les gens puissent comprendre qu'ils ont tout intérêt à consommer de l'information produite localement plutôt que de l'information produite par certains médias, et c'est malheureux. Alors, l'utilité aussi d'avoir, et c'est ça qui est très très important, qui est très intéressant, c'est que le concept même d'un média comme Sputnik, c'est que c'est vrai que c'est un média international, c'est vrai que c'est un média qui a été créé pour des objectifs qui sont autant économiques que politiques. Le problème n'est pas là, mais dans le cas de Sputnik, en tout cas moi je le vis au quotidien, c'est que l'information est quand même produite par des journalistes locaux, en tout cas ici en Afrique. Et c'est un concept qui est très très intéressant parce que souvent, je travaille pour d'autres médias algériens, je cite mon cas, j'ai peut-être plus de facilité à traiter l'information en passant sur le canal de Sputnik plutôt que sur d'autres médias locaux. Et je veux dire que c'est une façon très intéressante de présenter de l'information à l'opinion publique. Alors, ce qui est je cite le cas, par exemple, des responsables algériens. Les responsables algériens lisent énormément Sputnik, suivent énormément les médias russes. Et souvent, quand je rencontre certains ministres, ils me disent « ça serait bien d'avoir un média comme Sputnik en Algérie ». Je dis « oui, c'est très bien, mais il faut déjà commencer à poser les bases, à poser les jalons, justement, de pouvoir avoir un média comme Sputnik, qui a une audience comme Sputnik. L'agence de presse algérienne, l'APS, c'est une agence qui a une histoire, c'est une agence qui a des moyens, c'est une agence qui a des compétences et qui pourrait faire la même chose. Peut-être que actuellement, ce n'est pas possible pour certains problèmes de vision et de compréhension aussi de l'intérêt d'avoir une agence forte. Sputnik, c'est pas pour jeter des fleurs, mais c'est une réalité, est un exemple que pourraient suivre beaucoup de médias, beaucoup de pays africains. En termes d'exemple, en termes
en termes de concept en lui-même. Voilà. J'espère que j'ai répondu un peu à la question. Vous avez en tout cas fait le tour et puis avec un très bon enchaînement avec l'intervention qui précédait. Je retiens en tout cas que le maître mot c'était la crédibilité. La crédibilité à travers une prise de conscience, que ce soit au niveau politique, de la part des hommes politiques qui devraient commencer à ne plus considérer ou à cesser de considérer les journalistes comme étant leurs ennemis. Une prise de conscience à l'intérieur même des structures ou des journalistes eux-mêmes, mais également au niveau de l'opinion publique qui devrait donc pouvoir commencer à consommer en priorité une matière locale. Voilà. Donc, je vous remercie, Tariq. Merci. La parole à Monsieur Adja, en espérant que son problème de caméra a été réglé entre-temps. Monsieur Adja, je pense qu'il y a eu un problème de microphone qui s'est rajouté. Je pense qu'il y a, oui, il y a un problème de connexion en plus. On va passer, donc de toute façon, on reviendra à M. Adja à partir du moment où il sera disponible de nouveau. J'ai l'impression que M. Désiré Miko est parmi nous. Hein. Si vous pouvez activer votre microphone, merci. Oui, je suis parmi vous et je vous ai écouté. Et j'ai écouté tout le monde. Ben, merci. Ben, je vous passe la parole, M. Miko. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Banque d'Images, Afrique Images, du Gabon. J'ai du mal à vous entendre maintenant. Je vous passe la parole. J'ai du mal à vous entendre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Très bien, on vous entend très bien. Juste si vous pouvez, voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends plus. Allez-y, on vous entend très bien. J'ai du mal à vous entendre. Allez-y, allez-y. On vous entend, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui. OK. Alors, mon intervention, je vais la baser de manière pratique. Je suis photojournaliste. Donc, l'expérience que j'ai par rapport à, on va dire, à la tendance des médiatiques, elle me fait penser à ce qui s'est passé dans la photographie en général, où on est passé de l'argentique au numérique. Alors, je prends cet exemple parce que la manière de faire une photo n'a pas changé. En changeant de la pellicule au support aujourd'hui qu'on a, la façon de faire une photo est restée la même. Et je pense qu'en journalisme, c'est quasiment la même chose. Les supports de diffusion ont évolué. Il faut bien qu'on s'adapte tous. On est obligé de s'adapter au mode de diffusion. Mais ce qui n'a pas beaucoup changé, c'est la façon de faire du journalisme. C'est-à-dire que le problème au niveau africain, quelques-uns de mes confrères ont essayé, ont développé ça. Mais moi, j'irai un peu plus sur le fond. Pour avoir eu l'expérience, deux expériences. J'ai travaillé pour la presse locale de mon pays et j'ai travaillé pour la jeunesse pendant 7 ans. Donc, j'ai ces deux exemples. Et la façon de faire du journalisme change en fonction des moyens que nous avons. C'est-à-dire que malgré toutes les bonnes intentions qu'on peut avoir pour essayer de se mettre au niveau, peut-être pas au niveau, mais avoir à peu près la même information, avoir à peu près, pour pouvoir se mettre aux côtés des grands, ne peut pas être suffisant si on ne règle pas le problème de fond que sont la formation de journalistes. Parce qu'avec les nouveaux supports aujourd'hui, il suffit d'avoir une connexion Internet, quelqu'un a une information, il crée sa chaîne YouTube, il est suivi ou même sur sa page Facebook. Nous, maintenant, en tant que journalistes, est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer la façon de faire notre métier? Alors, et ce changement ne peut pas
de concert si on ne règle pas le problème de fond dont j'ai envie de développer, qui sont la formation et la précarité. Parce que la majorité de nos journalistes dans nos pays n'ont pas les moyens d'avoir la bonne information. Je prends un exemple récent. Il y a un conflit qui se passe en N'Djamena. Combien de journalistes africains sont capables de se déporter pour aller couvrir cet événement? Quasiment aucun. Alors, comment est-ce qu'on veut apporter une information africaine si on n'a pas les moyens de recouvrir? Certains ont cité des exemples de la presse internationale qui sont pour certains, et je suis d'accord, parce que quand j'étais à l'AFP, il suffit d'un coup de fil, on est reçu par le ministre et de fois voire même par le président, parce qu'il y a une audience et le média a une célébrité qui fait en sorte que l'autorité accepte de recevoir. Mais comme à nous, Africains, on peut arriver à ce niveau si au départ, on n'a pas de traiter une information locale par manque de moyens. Je n'ai pas envie trop de me cacher sur le manque de moyens, mais c'est une réalité qui fait en sorte qu'on ne peut pas vouloir se mettre au niveau de la presse internationale si déjà on n'est pas capable de couvrir ce qui se passe sur notre continent. D'où l'intérêt des partenariats comme ce que Nick nous propose aujourd'hui et qui sont pour moi l'apanage de pouvoir sortir et de pouvoir montrer nos produits à l'international. Parce que la chose est de collecter les informations, de les diffuser, parce que voilà ce qui se passe au niveau de la presse locale. Nos téléspectateurs regardent très peu les chaînes locales parce qu'ils savent que l'information capitale va être diffusée par une chaîne internationale. Donc, ce qui fait en sorte qu'on n'a pas, on perd les lecteurs, on perd les téléspectateurs parce que l'information donnée, celle qui est plus complète, elle est faite par la presse internationale, mais avec des jeux, avec leur vision. Donc, on ne peut pas avoir une vision à nous si on n'a pas les moyens de développer, de pouvoir pratiquer la presse. Ce que j'entendais souvent mes collègues dire, quand on était en reportage, on se retrouvait avec des journalistes locaux qui avaient même du mal à se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Pendant que vous cherchez un véhicule, on court après un reportage. Nous, on a loué une voiture pour la journée. Là, je parle de la presse internationale, quand j'étais à la presse internationale. C'est là, pour moi, un des problèmes fondamentaux pour pouvoir développer, tant qu'on n'aura pas les moyens de pouvoir pratiquer le journalisme. Et cette qualité nous amène à quoi? Amène en sorte que si on doit couvrir une actualité et que, supposons une élection, et qu'on est pris en charge par le candidat, par un candidat X, on est pris en charge, quand je parle de prise en charge, il paie notre billet d'avion, il paie notre hôtel, quelle objectivité nous allons avoir? Pour moi, le problème fondamental de la presse africaine réside dans ça. Parce que j'ai commencé mon expérience de photojournaliste dans la presse locale et j'ai vu les changements qu'il y avait au niveau de quelqu'un a parlé des moyens. Mais l'AFP vous donne toutes les possibilités de pratiquer votre métier. Un exemple tout simple. À l'époque, pour envoyer, il fallait l'envoyer par moyen satellitaire. Et une photo, pour qu'elle parte, il fallait prendre à peu près 25 minutes pour une seule photo. Je ne connais pas beaucoup de médias africains. Fusion d'une seule photo, parce que 25 minutes, à l'époque, pour une seule photo, c'était beaucoup de communication. Aujourd'hui, d'où l'intérêt à profiter des nouveaux médias qui font en sorte que les diffusions sont plus fluides et on a une possibilité de diffuser nos informations le plus rapidement possible et pas trop cher. Et avec des partenariats, avec des grosses agences comme Sputnik, ça va nous aider à concevoir nos produits et à les diffuser à un niveau international. Par contre, pour que
ces partenariats, parce que Sputnik, pour ses partenaires, pour ses clients, a besoin d'un produit de qualité. Et le produit de qualité, il est donné par des journalistes de qualité. D'où on reviendra toujours à se former. Il faut déjà leur donner les moyens de bien faire leur travail. Donc, pour moi, tout réside dans la volonté politique. Et elle n'y est toujours pas souvent, parce que même les médias manquent souvent de moyens, même pour téléphoner. Un correspondant, on va dans le bureau du rédacteur en chef. Vous voyez? Donc, les intentions sont bonnes, mais je pense qu'il faut voir le problème de fond. Et tant qu'on ne règle pas ce problème de fond, malgré la beauté, on aura du mal à suivre l'évolution, parce qu'aujourd'hui, nous avons des nouveaux lecteurs qui sont des jeunes qui sont connectés sur Internet. Et aujourd'hui, on peut même dire que le journaliste n'a même plus l'exclusivité du scoop. Le scoop, c'est maintenant pour les amateurs avec leur smartphone. Donc, maintenant, nous, c'est ce qu'il faut, c'est la possibilité de bien faire notre travail et de proposer un produit de fond et de qualité. Je vais m'arrêter là. Et je vais aussi m'excuser parce que, excusez-moi, je dois prendre un vote tout à l'heure. Je suis à 45 minutes, donc je ne pourrai pas suivre tous les débats. Merci beaucoup, Monsieur Miko. Et donc, vous insistez sur la formation et sur les moyens qui sont à la base, finalement, ceux qui brident l'élan et la crédibilité des médias africains. Malheureusement, je ne vous entends pas. Ah, bon, vous entendrez, si vous voulez, l'enregistrement, puisque nous sommes également sur YouTube, on est en direct. Je passerai rapidement le micro à Monsieur, donc, Monsieur Moussa Diarra, qui est le rédacteur en chef d'Énergie TV au Mali, en lui demandant, si possible, donc, de rester à l'intérieur des 8 minutes. Je ne vous entends pas, malheureusement. Avant de donner la parole pour clôturer à Monsieur Olivier Adja, qui, je vois, est de nouveau parmi nous. Donc, Monsieur Moussa Diarra, à vous, s'il vous plaît. Oui, merci à tout le monde. Voilà, donc vous m'entendez? Voilà, donc, chers participants, bonjour. C'est donc un plaisir et un honneur pour moi de participer à cette table ronde. Donc, comme vous l'avez dit, quand même, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte, puisque vous savez, depuis quelques années, on constate que peu de gens commencent à s'intéresser à se désintéresser plutôt aux informations des médias classiques. Donc, c'est un constat qui est là, comme la presse écrite, la radio, la télévision, et donc les gens ont du mal vraiment à s'intéresser à ces médias avec intérêt. Cependant, l'Internet reste l'une des principales sources d'informations à travers le monde. Et donc là, il y a un paradoxe, monsieur, qui est là. Ce paradoxe concerne également la consommation de l'information. La consommation de l'information, parce qu'il y a une grande partie du public qui se désintéresse de l'actualité, mais on constate par ailleurs que la consommation de l'information ne semble pas diminuer. Donc là, il y a lieu de se poser la question de savoir réellement les raisons de ce manque d'intérêt du public pour l'actualité. Est-ce que c'est par rapport aux sujets traités par les journalistes ou par rapport au traitement de ces sujets? C'est cela la grande question à laquelle il faut chercher à trouver une réponse. Mais je me demande, moi, personnellement, également, si ce n'est pas plutôt l'insatisfaction qui augmente plutôt que le manque d'intérêt. Voilà, parce que les gens ont tendance à entendre très souvent ce qu'ils veulent à travers les médias. Donc, et si le contraire se produit, automatiquement, on dit que les journalistes sont comme ça, donc ils se désintéressent de l'information. Bon, la presse africaine, quand même, je vais dire les médias africains, il y a des difficultés. Et ces difficultés sont dues au manque de moyens, de matériel, il faut avoir le courage de le dire, à la pénurie de personnel formé et expérimenté. Ça, il faut le reconnaître également. Et à la subordination à une réalité locale encore marquée par l'autoritarisme, la faible structuration du jeu politique. Ce sont ces remarques quand même qui sont pertinentes par rapport à la presse et donc ce sont ces difficultés qui font que la presse africaine, les médias africains ont du mal à aller de l'avant. Et il faut que les médias soient indépendants en Afrique
bien formés et accompagnés par les autorités. Surtout accompagnés par les autorités, c'est là où le bas blesse d'ailleurs dans plusieurs pays africains. Et le journalisme africain, surtout du Mali, a du mal vraiment à faire face aux nombreux défis, parce que les défis sont énormes. On a du mal à faire face à ces nombreux défis parce qu'il y a le manque d'infrastructures adéquates dans plusieurs pays africains. Il y a le manque de salaire, il faut le dire aussi, et il y a la mauvaise qualité de la formation des journalistes. Et donc, je pense que si on parvient à trouver une solution à ces différentes difficultés, quand même, les médias parviendront à redorer donc le blason de cette profession combien noble. Donc, parlant toujours des insuffisances du journalisme africain, bon, moi, je pense que la grosse insuffisance du journalisme africain, c'est le manque de professionnalisme avant tout. Le manque de professionnalisme parce qu'on constate quand même qu'il y a plus de 50% de journalistes vraiment qui ont appris le métier sur le tas, et parce que rares sont ceux qui ont fait des formations adéquates sur le métier. Et aussi, beaucoup ne viennent pas dans le métier par passion. Beaucoup ne viennent pas par passion, par amour, mais juste pour un passe-temps. Malheureusement, pour un passe-temps, parce qu'il y a les étudiants, après les études, trouvent quand même un refuge au niveau des médias pour essayer de passer du temps avant de trouver un point de chute. Malheureusement, il serait très difficile pour ces derniers quand même de respecter les principes déontologiques de la profession. Donc, ce constat est également amer ici en Afrique. Les conditions des journalistes, le manque de vision de certains médias et le manque d'objectivité font également partie des insuffisances du journalisme en Afrique. Bon, institutionnel ou militant, bon, je pense que le constat est amer quand même parce que cette situation est due pour beaucoup d'observateurs à la précarité et à la mauvaise politique des autorités d'accompagner les médias en Afrique. Voilà, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de journalistes qui se voient très souvent obligés de violer les principes déontologiques de la profession pour s'aligner soit derrière les institutions de la République ou derrière des mouvances politiques ou même des mouvances sociales. Voilà, donc je pense que ce constat est vraiment amer. Et donc, je pense qu'il faut faire face à cette précarité quand même pour que les médias africains puissent répondre aux attentes des nombreux téléspectateurs et ainsi de suite. Bon, je dirais par rapport au profit quand même que les médias doivent tirer des nouvelles technologies. Bon, moi je dirais oui que les médias sont en train de tirer profit. Et ils sont en train de tirer profit parce que l'Internet joue un rôle très important aujourd'hui dans la circulation de l'information. Et des populations mieux informées, ce sont aussi des citoyens qui deviennent plus exigeants par rapport aux autorités. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement pratiquement dans plusieurs pays africains. Cela veut dire tout simplement que ces nouveaux médias sont en train de pleinement jouer leur rôle également. Bon, maintenant, par rapport à ces nouveaux médias, leur rôle, bon, en Afrique quand même, les journalistes se sont vite appropriés les nouvelles technologies. Ça, le constat est là. Beaucoup estiment qu'aujourd'hui, c'est via soit Facebook, WhatsApp et autres plateformes de communication qu'ils accèdent à des documents, des témoignages, des photos, etc. Et actuellement, au Mali, quand même, les médias sont dominés par les réseaux sociaux qui jouent un rôle très, très important par rapport à la circulation de l'information. Mais les fake news constituent un véritable obstacle pour ce secteur. Parce que il y a eu beaucoup de polémiques autour des sujets ici à cause de ces fake news, d'où l'adoption d'une loi sur la cybercriminalité ici au Mali en 2019. Et selon les professionnels des médias, quand même, cette orientation de la masse vers les médias sociaux s'explique par le fait que ces médias ne respectent pas les principes déontologiques de la presse. Et en tout cas, ça fait l'affaire des citoyens qui ont accès à l'information non traitée. Voilà, donc ça aussi, c'est une réalité qui est là. Par rapport à ces fake news qui existent pratiquement dans tous les secteurs de la vie quotidienne ici au Mali, et voire même dans plusieurs pays africains,
C'est un phénomène qui se développe très rapidement en Afrique, il faut le reconnaître. Et c'est d'ailleurs ce qui complique la tâche aux journalistes qui font très souvent les frais. Voilà, qui font très souvent les frais parce que les gens ont du mal à faire la différence entre activistes, les vidéastes et également des journalistes. Alors que pratiquement, c'est des gens qui évoluent dans des domaines pratiquement différents. Et pour faire face à ce phénomène qui devient de plus en plus dangereux, je pense que les autorités des différents pays doivent prendre des dispositions nécessaires afin de mettre fin à cette calamité. Moi, je qualifie ce phénomène de calamité pour les médias parce que pratiquement c'est un phénomène qui est en train de ternir l'image de la corporation journalistique. La COVID-19, bon, c'est une maladie quand même qui a beaucoup impacté les médias africains et surtout du Mali. Les conséquences de cette pandémie sur les médias sont sans nul doute énormes parce que beaucoup de ces médias ont du mal à engager des contrats. Donc ça, c'est une réalité. Des partenaires ont fermé leurs portes dans plusieurs pays et donc des médias ont des difficultés pour pouvoir avoir des contrats. Ici, par exemple, au Mali, et je prends l'exemple sur Énergie TV. Énergie TV, nous avons été obligés de mettre en congé un bon nombre de notre effectif. D'abord pour respecter les mesures barrières édictées par les autorités du pays et pour pouvoir faire face donc au salaire du personnel. Donc l'impact quand même, il y a un impact positif également qu'il faut le reconnaître parce que c'est vrai, économiquement, il y a des soucis. Sur le plan ressources humaines, il y a des soucis. Mais sur le plan audience, quand même, là, il faut s'en réjouir parce que pendant cette période de COVID-19, quand même, il y a des audiences qui ont beaucoup grimpé dans beaucoup de médias, voilà, puisque les confinements et autres ont favorisé tout cela. Donc, par rapport Monsieur Diarra, sans vous bousculer, je voudrais vous inviter à aller plutôt à clôturer, si vous voulez bien, parce que on a encore un autre intervenant et on doit clôturer l'événement très très vite. Non, je vais clôturer tout de suite. Je pense que c'est presque fini, hein, mais c'est presque fini. Bon, parler de la presse actuellement sans parler de la liberté de la presse, quand même, c'est vraiment compliqué. Et cette liberté, il faut reconnaître quand même que c'est fortement menacé ici au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays. Bien que garanti par la Constitution du Mali, dans la pratique, quand même, les journalistes éprouvent des craintes à exercer cette liberté à cause des pressions, intimidations, harcèlements et menaces provenant de certains démembrements de l'État, de groupes religieux et aussi des pesanteurs socio-culturels. Depuis 2019, comme je venais de le dire tout à l'heure, il existe une loi sur la cybercriminalité au Mali qui est qualifiée de liberticide par des organisations professionnelles des médias, car ces derniers temps, quand même, les autorités, pour se venger des journalistes, se cachent derrière cette loi pour contourner la loi sur le régime et le délit de la presse ici au Mali. Donc, c'est une situation quand même qui intrigue beaucoup les journalistes au Mali. Et donc, parlant de la coopération internationale, quand même, ça peut beaucoup aider les médias africains dans le cadre de la formation, surtout de la formation. Aussi, elle pourra offrir des opportunités économiques aux organes de ces médias. La coopération doit également multiplier les échanges avec les médias africains comme vous venez de le faire tout de suite. C'est pour cela je remercie beaucoup l'Agence internationale Sputnik. Merci beaucoup, Monsieur Moussa Diarra. Je passe la parole à Monsieur Adja Olivier, qui est directeur général de l'agence de presse AfriPresse. Voilà, merci. Voilà. Merci, cher. 8 minutes, s'il vous plaît. Voilà, pile poil. Et ça va, je peux aller? Oui, allez-y. D'accord, et je tiens d'abord à remercier les organisateurs, surtout l'agence Sputnik, pour cette opportunité. Et les questions qui sont inscrites donc, au menu de ces chansons est très importantes d'actualité. Pour nous, surtout, en tant que professionnels des médias africains, et vous savez, aujourd'hui, nous avons un souci. Et en Afrique, c'est d'être présent dans
sur l'actualité internationale. Et tout simplement parce que d'abord, et mes prédictions l'ont relevé, il y a un souci de matériel et de moyens. Et il faut souligner qu'en Afrique, et particulièrement dans mon pays, au Togo, les médias se créent au gré des humeurs de leurs promoteurs. C'est-à-dire, à la base, il n'y a pas un projet et il n'y a pas donc des moyens. Et ça fait qu'il y a une multiplicité. Il y a des dizaines. Au Togo, nous avons jusqu'à 400 titres pour 8 millions d'habitants et sur une superficie de 56 600 km². Vous comprenez qu'on a 400 titres, plus de 100 sites d'information, plus de 100 radios et une dizaine de télévisions. Pour ce public, d'ailleurs, c'est difficile de faire un retour sur investissement parce que la concurrence est rude et la qualité ne suit pas. Ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est, je l'ai dit d'ailleurs, c'est le manque de moyens. Et s'il faut faire une couverture ou donc envoyer des reporters sur un sujet donné à l'extérieur du pays, et ça coûte de l'argent. Et c'est moyen que la plupart des médias n'ont pas. Donc, ce sont des raisons qui expliquent l'absence remarquée des médias africains sur l'actualité internationale. Et même à l'intérieur de nos pays, comme au Togo, il y a certaines informations et nous les avons des médias étrangers. Je veux dire, par exemple, quand vous prenez RFI, France 24, CNN et d'autres médias, parfois c'est eux qui nous informent de l'actualité de nos propres pays. Et nous sommes, je veux dire, nous, en tant que journalistes, nous sommes informés par nos confrères extérieurs ou étrangers de l'actualité qui se passe dans nos pays. Tout simplement parce que nous n'avons pas assez de moyens pour avoir des correspondants partout sur le territoire, afin donc d'avoir l'exclusivité de certaines informations. Et l'autre question que vous posez dans votre, en tout cas que vous mettez au menu de ces échanges, c'est la question donc des nouvelles technologies. Il faut dire que le premier avantage des nouvelles technologies, c'est qu'ils nous apportent la technologie nécessaire pour pouvoir faire face aux problèmes que je viens de citer, c'est-à-dire le manque de moyens et de présence sur l'information internationale. Mais nous avons un autre écueil, c'est la non-maîtrise de cette technologie-là. Parce que si vous avez une télévision, on peut faire aujourd'hui un direct en ligne en passant par Internet. Mais il faut maîtriser la technologie, il faut avoir les techniciens pour aussi faire cela et plus facilement. Ces techniciens, il faut dire, ils n'existent pas aujourd'hui en tout cas, ils ne sont pas à portée de main. Et donc, voilà des difficultés que moi j'ai relevées. Et les blogs et les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui des concurrents sérieux pour le travail de nous les journalistes. Ils sont les premiers à informer, ils sont les premiers à avoir les informations. L'exclusivité, parfois, ça agrandit un média. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas aussi cette exclusivité-là parce que les réseaux sociaux se substituent facilement à nos médias traditionnels, ce qui fait que les populations sont informées en premier lieu sur les réseaux sociaux avant de venir vérifier peut-être le sérieux de ces informations sur nos médias traditionnels. Et nous prenons du retard sur ces informations parce que voilà, nous n'avons pas de correspondants, nous n'avons pas un maillage du territoire pour pouvoir avoir les informations à temps. Mais je vais m'attarder, je ne sais pas si j'ai assez 2 minutes, mais je vais m'attarder un peu sur l'impact du coronavirus. Le coronavirus a apporté un impact sérieux à nous. Heureusement, pas suffisamment 2 minutes. Hein. Vous avez 2 minutes qui vous restent. D'accord, donc voilà, le coronavirus a apporté un impact sérieux sur nous, les médias, en Afrique, parce que c'était des médias, nos structures étaient très faibles et le coronavirus est venu porter un coup sérieux donc, à ces structures-là qui étaient déjà très faibles. Donc, au niveau des entrées, au niveau donc, de l'organisation, au niveau même des partenariats que nous avons, tout ça, c'est parti en l'air et aujourd'hui, c'est difficile.
Maintenant, je vais terminer sur le point important aussi, c'est la coopération internationale. La coopération internationale peut nous rapporter beaucoup. En faisant quoi? D'abord, en nous accompagnant sur le plan d'abord de la formation, surtout du recyclage. Et puisque la communication ou l'information évolue, les technologies évoluent, donc nous avons besoin donc d'être recyclés régulièrement et aussi nous avons besoin d'un accompagnement sur le plan matériel. Donc voilà les éléments que je peux ramasser très vite parce que nous n'avons pas assez de temps pour dire que la thématique que vous avez posée, elle est très importante et aussi nos besoins sont énormes, mais comment dire, les difficultés aussi sont là et qui nous pénalisent ou bien qui nous paralysent beaucoup. Merci beaucoup à vous. Safwan? Le micro. Ah, là encore, oui. Décidément. Donc, ça aura été le mot de la fin, l'intervention de Monsieur Adjla. On a un peu dépassé le temps qui nous était imparti. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir pris part à cette visioconférence et je repasse la parole à Moscou et je vous dis à bientôt. Merci à tout le monde et à bientôt. À bientôt.